Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau webinar consacré à la relation client et surtout à la relation client dans le monde d'après. J'ai le plaisir d'être accompagné par Laure Sanchez. Je te laisse te présenter, Laure. Bonjour à tous, merci Thomas. Je suis ravie de partager ce webinaire avec toi. Donc, je suis Laure Sanchez, je suis responsable de la relation client chez Alpetis Assurance, un modèle associatif dans le monde de l'assurance lyonnais. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Thomas Sabatier, je suis cofondateur d'une start-up innovante qui s'appelle Chatbot Factory. Et Chatbot Factory, donc en guise d'intro, on est donc spécialiste de l'automatisation de la relation client. On est éditeur d'une solution SaaS qui se veut être excessivement simple, très orienté métier, pour venir automatiser la résolution des requêtes clients sur le canal chat ou sur les canaux voix. Aujourd'hui, donc, notre solution permet à nos clients de lancer un agent virtuel de service client relativement rapidement. Alors, on peut le faire en 30 minutes. En général, c'est 2 à 3 jours à partir d'une FAQ. Cette solution va permettre aussi derrière de pouvoir passer la main à des agents humains pour permettre d'hybrider sa relation client sur le canal chat. Et ensuite, donc, de pouvoir, c'est aussi un outil d'écoute qui va permettre donc à nos clients d'identifier toutes les questions ou les thématiques qui sont demandées par leurs clients et derrière de pouvoir les automatiser au besoin. On est capable, donc, je le disais tout à l'heure, de créer une relation client hybride, mélangeant humain et intelligence artificielle et automatisation, et de pouvoir donc passer la main à un humain quand c'est nécessaire, soit en live, soit de façon asynchrone en ouvrant des tickets, avec l'ensemble de nos partenaires qui sont des spécialistes du canal chat, donc Easyware, iAdvise, Zendesk, Salesforce, pour pas les citer. Et donc, on a la chance de travailler avec des entreprises qui sont passionnantes, avec des sujets de relations clients qui sont souvent avec des enjeux assez importants. Air France, notamment, qui est un de nos clients historiques, avec lequel on a travaillé autour de la création d'un agent virtuel qui est plutôt renommé aujourd'hui, puisque c'est Louis, l'assistant bagage, et qui a une petite sœur aussi, qui est plutôt une assistante inspiration. Et on a la chance aussi de travailler avec une 50aine d'entreprises dans 8 secteurs différents, sur lesquels on va avoir des problématiques de relations clients et de services clients qui sont très, très différentes. Et on a vraiment cette approche très verticalisée par métier, de pouvoir répondre aux enjeux des secteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. Aujourd'hui, vous nous avez rejoints pour comprendre un petit peu comment ça va se passer après le déconfinement, donc dans ce qu'on appelle le monde d'après, et surtout comment est-ce qu'on doit adapter nos organisations, notre vision du client et notre vision de la relation client à ce monde qui visiblement va beaucoup changer, où beaucoup de choses vont évoluer très rapidement. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir déjà comprendre un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer, et après derrière de pouvoir savoir vers quelle direction on va et comment est-ce qu'on peut implémenter des nouvelles choses pour répondre aux nouveaux enjeux de ce nouveau contexte et de ce nouvel univers dans lequel on va rentrer. Avec Laure, on va essayer donc à la fois de parler avec un peu de hauteur, mais aussi derrière de comprendre ce qui est mis en place en ce moment chez Altis ou les pistes de réflexion Altis pour qu'on puisse aussi contextualiser ça dans un secteur qui est en pleine évolution, le secteur de l'assurance et de la prévoyance. L'idée étant de pouvoir essayer de comprendre un petit peu quelle est la réflexion opérationnelle dans une entreprise, en plus qui a une forme un petit peu spéciale puisque c'est une entreprise sous forme associative. Donc, essayer de comprendre ça, d'avoir des clés, d'avoir des exemples très opérationnels. Bien sûr, on essaye d'avoir un échange dans ce webinaire, donc on va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure que vous les posez. Je vous invite à les poser dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat. Alors, essayons d'utiliser au maximum l'onglet questions, mais on pourra aussi regarder un petit peu ce qui se dit dans l'onglet chat pour répondre à la volée à certaines questions sur les thématiques qu'on va aborder. Parler du monde d'après, c'est bien, mais déjà, il faut savoir ce qu'était le monde d'avant. Et dans le monde d'avant, donc pré-crise,
on avait déjà des chiffres édifiants puisque 80% des entreprises pensaient offrir et pensent offrir une expérience client optimale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et beaucoup d'investissements qui sont faits sur ce point. Et donc, on a des entreprises qui sont plutôt satisfaites des investissements et du résultat qu'elles proposent, avec un décalage qui est assez important, puisque seulement 8% des consommateurs et des clients de ces entreprises sont d'accord avec cette affirmation. Donc, on voit le décalage et le chemin qui restait déjà à parcourir avant la crise. La crise, donc, elle a eu des impacts, elle a eu beaucoup d'impacts, elle a été excessivement soudaine, inédite. C'est une crise à laquelle on n'avait jamais, en tout cas, l'ampleur de cette crise n'a jamais été de façon récente, on n'a jamais vécu ce type de crise et donc on a dû s'y adapter excessivement vite. Ça a été un coup de tonnerre pour beaucoup d'entreprises, notamment avec l'arrivée du confinement, et ça a créé pas mal de problématiques et d'enjeux auxquels les entreprises ont dû s'adapter le plus rapidement possible. La première chose, le premier impact, c'est gérer l'indisponibilité des ressources au niveau de la relation client, mais pas que. Avec le confinement, on a vu du jour au lendemain l'ensemble des centres de relations clients se vider, les personnes cloîtrées chez elles, et donc une impossibilité de maintenir des services, notamment des services d'assistance sur des call centers par exemple. Associé à ça, on a eu donc un phénomène où il y a eu beaucoup d'inquiétudes et de frustration chez les clients, qui a généré une masse énorme et une augmentation énorme des flux de relations clients, des sollicitations et des interactions. Donc, d'un côté, on avait moins de ressources et de l'autre, on avait beaucoup plus d'interactions. Donc, une équation qui, en soi, est difficile à résoudre. Il a fallu ajouter à ça le fait que les outils n'étaient pas forcément adaptés, notamment adaptés au télétravail, et que on était dans un univers où, par exemple, quand on parle de télétravail sur les centres de relations clients, quand on est cloîtré chez soi, on va avoir une difficulté à répondre au téléphone dans un environnement où il peut y avoir des enfants à côté, où on a une mauvaise réception téléphonique, où on est dans un environnement qui manque de calme. Et donc, ça a été des conditions de travail auxquelles les entreprises ont dû faire face et ont dû s'adapter rapidement, alors plus ou moins rapidement en fonction des moyens de chacune, mais ça a été déjà un impact. L'objectif derrière tout ça, c'était bien sûr de ne perdre aucun client. Quand on sait qu'on est en confinement, l'économie s'arrête, et donc l'objectif, c'est de au moins stabiliser son revenu pour s'assurer qu'on passe cette crise le mieux possible avec le moins de dégâts possible pour après, derrière, entamer une reprise et un retour à la croissance. Peut-être Laure, tu peux nous éclairer sur la façon dont chez Altis, vous avez vécu on va dire, ces 2 premières semaines de confinement. Oui, alors nous, en fait, on a vécu cette crise de la meilleure façon possible. Je dois dire qu'on a beaucoup de chance. On a un président qui est plutôt calme et qui avait énormément anticipé les choses, ce qui fait que la majorité en fait des collaborateurs sont aujourd'hui équipés en télétravail et ont continué à l'être progressivement tout au long en fait du confinement. Moi, j'ai pu être en confinement en fait de façon extrêmement rapide puisque dès le 16 mars, on avait détecté potentiellement un cas sur notre plateau, donc on a dû tout de suite fermer le plateau. Et je dois dire que moi, je suis assez bluffée en fait par la capacité humaine de s'adapter à ce modèle, de prendre tout de suite un PC chez soi, de s'adapter avec sa famille, ses enfants. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis impressionnée par la capacité et des collaborateurs et de notre direction d'avoir mis en place un système qui marche et qui fonctionne extrêmement bien, que ce soit avec nos clients et surtout avec nos collaborateurs. Qui est une culture du travail à distance. Donc, visiblement, c'est quelque chose que Altis avait déjà entamé auparavant. Donc, et on voit l'importance de mener ce genre de chantier. On va avancer. Donc, ce qu'on retient de cette crise au moment où elle est arrivée, c'est qu'il y avait une organisation des entreprises qui était relativement inadaptée, puisque le cas Altis, malheureusement, n'est pas un cas très répandu. On a eu nous, pas mal de témoignages de la part de nos clients qui disaient, voilà, on est vraiment en train d'essayer de gérer cette crise du mieux qu'on peut, mais on a nos centres d'appel qui sont externalisés au Maroc. Le Maroc est en train de se confiner. Le télétravail n'est pas forcément hyper répandu. Les moyens ne sont pas répandus. Donc, on associe à la fois un problème organisationnel dans les entreprises et des outils inadaptés au télétravail. On a donc bien sûr la disponibilité des agents
et le cadre de travail qui a été très limitant pour notamment assurer une continuité de service sur le canal téléphonique. Et on a aussi pas mal d'entreprises qui remontent le fait qu'elles n'ont pas assez dématérialisé leur process. Donc, elles sont encore confrontées à des logiques d'assistance et d'accompagnement, à la fois sur la souscription et l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi derrière sur la gestion des clients en cours. Et dernier point, donc il y a une chose aussi qui a fait défaut, c'est un niveau d'automatisation qui était assez faible, ce qui veut dire que en cas d'électrochoc, on encaisse beaucoup et on essaye d'encaisser beaucoup, mais c'est très pénible parce que finalement c'est très humanisé. L'ensemble des process et l'ensemble de l'assistance est encore très humanisé, et donc ça va créer des problèmes derrière pour faire face à ce type de crise. Alors, on vient de parler de ce qu'était le monde avant la crise, de la gestion rapide, donc de la gestion de la crise par les entreprises pour les 2 premières semaines de confinement. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est le confinement s'est passé, on a tous pris l'habitude plus ou moins rapidement d'utiliser des nouveaux outils, de travailler à distance, de se réorganiser, d'organiser notre travail chez nous. Maintenant, il faut aussi faire face à la reprise. Donc, la reprise, c'est lundi, avec un déconfinement qui va être plus ou moins progressif en fonction des industries, des secteurs. Et donc, on va avoir un monde, on va reprendre dans un monde qui aura aussi lui-même beaucoup changé. Et ce qui est important, c'est de comprendre quels sont ces changements. Les impacts de la crise Covid à moyen et long terme, donc c'est premièrement des nouvelles réglementations. Alors, à très court terme, c'est des réglementations sanitaires, notamment sur le retour au bureau. On n'est pas sans savoir que ça va créer pas mal de choses, la distanciation sociale, les mesures barrières, donc avec le port du masque, la présence de produits désinfectants, la désinfection des postes de travail et surtout le maintien à distance des collaborateurs. Donc tout ça, ça va changer beaucoup de choses. Les impacts vont être nombreux, notamment sur l'organisation au quotidien d'entreprise, la culture d'entreprise et beaucoup d'autres impacts dont on va parler juste après. Deuxième chose, donc c'est des contraintes qui vont être des contraintes business, des contraintes donc réglementaires. On peut s'attendre au fait que il y ait des contraintes qu'on voit arriver et qui n'existaient pas avant la crise. La garantie sanitaire, c'est quelque chose qui a été très important pendant la crise, mais c'est aussi quelque chose qui va être très important demain pour la continuité de nos business et pour la réassurance au niveau des consommateurs. On a des consommateurs qui ont aussi fait évoluer beaucoup donc sous la contrainte, mais leurs habitudes de consommation, notamment avec un attrait fort et une croissance démesurée pendant ces 2 mois de confinement de la distribution en ligne, donc du commerce en ligne. Et derrière, donc, on peut s'attendre aussi au fait que, comme on dématérialise beaucoup de choses, on va devoir garder le contact qu'on pouvait avoir avant avec le consommateur sous d'autres formes. On va devoir le garder et donc s'assurer qu'on va mobiliser notre client sur des temps forts, mais pas que, et on va devoir intensifier le nombre d'interactions et la fréquence des interactions avec nos clients. L'objectif, bien sûr, c'est de retrouver cet enchantement client, retrouver la préférence de marque et redynamiser la consommation au niveau des produits et des services que vous pouvez proposer sur le marché. Premier impact donc réel sur l'économie, c'est l'économie du sans contact. On voit en fait que tous les sondages montrent aujourd'hui que le retour à la normale avec une fréquentation dans les magasins, ça va pas être pour tout de suite, ça va être sous condition avec une expérience consommateur qui va beaucoup évoluer, notamment au niveau de l'expérience consommateur où les consommateurs vont pas forcément pouvoir toucher les produits. Est-ce qu'un consommateur voudra demain essayer un vêtement qui a été potentiellement touché et essayé par d'autres personnes? C'est une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas forcément une réponse claire. Et donc tous ces changements vont impacter la reprise et vont impacter devoir satisfaire les besoins de nos clients. La sécurité sanitaire, j'en parlais, donc la sécurité sanitaire à tous les niveaux, au niveau du collaborateur, mais aussi au niveau des clients. Et donc, la nécessité de devoir adapter la façon dont on va communiquer auprès des clients, d'insister sur la réassurance. On le voit d'ailleurs, et ça, c'est une question peut-être sur laquelle tu pourras donner un retour d'expérience, Laure.
on a vu beaucoup d'initiatives pendant la crise sur la réassurance au niveau du portefeuille des clients d'une entreprise, avec des messages sur la santé, sur les précautions qui étaient prises, notamment en grande distribution, puisque c'était un des seuls lieux qui continuaient à accueillir du public. Et on voit que ça a été un des enjeux forts de la crise. Toutes les études disent que ça restera un enjeu excessivement fort après la crise. Laure, toi, au niveau de l'assurance, donc qui est un métier en plus un peu particulier, comment est-ce que vous avez vécu cette crise au niveau des consignes sanitaires? Alors, je suis désolée s'il y a de l'écho. je remets mon micro. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Alors, nous, on est dans un secteur qui est plutôt favorable. On est touché, mais de façon moins importante, tout simplement parce qu'on est sur la santé, on est sur la prévoyance. Ce sont deux secteurs, en fait, qui impactent directement les gens aujourd'hui. Donc, on est énormément sollicité. Pour nous, ce qui a été important, c'est vraiment d'avoir une continuité de service à toute épreuve, donc qu'elle soit par tous les canaux qu'on peut donner aujourd'hui à nos clients. Et ce qui a été assez impressionnant aussi, c'était de voir que les clients attendaient autre chose de nous. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est d'être un peu proactif et de contacter notre portefeuille. Alors, on n'a pas pour vocation, en fait, dans notre système et dans notre modèle de vendre directement des produits. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est savoir comment nos adhérents de plus de 65 ans, comment ils allaient, comment ils vivaient, parce que pour la plupart, ils sont seuls chez eux. Et pour la plupart, en fait, on était le seul coup de fil ou la seule communication de la journée. Donc, on s'est transformé, finalement, on a transformé aussi notre modèle qui est complètement en lien avec nos valeurs, mais on s'est retourné vraiment sur la proximité, savoir, et puis on a changé un petit peu de métier et on a changé le métier de nos conseillers qui, de l'appel entrant, sont passés à l'appel sortant et sont allés au-devant des besoins des adhérents, leur écoute. On a un petit peu transformé, c'est notre modèle en même temps, le modèle associatif. Donc, on a recueilli des situations qui étaient dramatiques, qui étaient critiques, et on a pu les accompagner et les aider. Donc, c'est un autre service qu'on propose aujourd'hui. Intéressant de voir à quelle vitesse Altis a pu comprendre ça et a pu s'adapter déjà à cet univers qui avait profondément changé en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Et on voit que c'est des choses et c'est une tendance qui confirme, tu vois ce que tu viens de dire, Laure, ça confirme vraiment ce qu'on essaye de démontrer ici. C'est que finalement, on est plutôt dans une logique où on va être très, très attentif à la santé de nos consommateurs et on va devoir prendre soin de leur santé. Donc là, la démarche le prouve. Et derrière, j'imagine que c'est des choses aussi que Altis va continuer de faire perdurer après cette crise-là pour renforcer le lien avec ses consommateurs. En fait, c'est vraiment dans notre ADN. On a, enfin, je le rappelle, hein, on est quand même le cœur de l'histoire d'Alpetis, c'est quand même d'être une association. Donc, on est un modèle associatif avant tout, et on a des cibles qui sont assez particulières. On a un portefeuille client qui est aujourd'hui un gros portefeuille de personnes qui sont plutôt âgées, de plus de 65 ans, et donc qui vivent dans des conditions qui sont pas forcément faciles dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que quand on est isolé et qu'on a 80 ans, ou comme on peut les avoir au téléphone tous les jours, ou 90 ans, qu'on peut pas faire ses courses. Donc, on accompagne ces personnes, on les aide parce que c'est pas facile d'avoir un relais sur le net, d'aller chatter ou d'aller aussi sur des solutions qu'on peut proposer, mais qui sont destinées à d'autres populations. Et c'est vrai que, eh bien, en fait, le fait de pouvoir s'adapter et de se dire, on va aller au devant des besoins, on va aller recueillir ce que les gens ont vraiment besoin et envie d'entendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport excessivement humain, dans un besoin d'écoute, dans un besoin de partage. Donc, je pense que cette initiative, c'est un franc succès, on doit le dire, et c'est en tout cas l'esprit aujourd'hui qui est attendu par nos clients. Très bien, merci pour ce témoignage. Il y a une question d'Isabelle qui nous demande est-ce qu'on a des retours d'expérience des collectivités locales et de savoir un petit peu comment est-ce que les collectivités locales se sont adaptées à la crise. Alors nous, on a, alors c'est pas forcément des collectivités, et on travaille aussi avec des foncières ou des bailleurs sociaux. Ces deux groupes, ces deux secteurs ont été très directement impactés. Ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Ils ont dû faire face à énormément d'interrogations face à une communication qui évoluait d'heure en heure
ou de jour en jour, donc une nécessité de comprendre quelle était l'information et d'avoir accès à une source d'information qui soit vérifiée et qui soit vraie. Donc, on a eu une explosion, en tout cas, elles ont assisté à une explosion des demandes. L'objectif était bien sûr de ne pas forcément faire de l'assistance comme elles avaient l'habitude de faire de l'assistance, mais plutôt de donner de la visibilité sur la suite et sur la gestion de crise. Sur les mairies, c'était l'accès aux institutions, donc l'accès aux bibliothèques, aux infrastructures sportives, toute la vie associative d'une ville, etc. Tout ça, en fait, elles ont dû faire face à énormément de sollicitations de leurs concitoyens. Et une deuxième chose, c'est l'aspect sanitaire toujours, puisqu'on est sur ce sujet, où beaucoup de citoyens ont été en demande d'informations autour des initiatives qui étaient portées par à la fois les bailleurs sociaux sur les logements qui étaient mis à disposition et notamment la désinfection des parties communes, l'assistance aux personnes vulnérables, etc. Deuxième chose, dans les mairies, c'était plutôt comment est-ce que la mairie et la ville s'organisent autour donc de la mise en place de services pour les citoyens et comment est-ce que la ville garantit la sécurité sanitaire de ses concitoyens. Et donc, c'est tout ça qui a été vraiment un mouvement assez important pendant la crise. Et elles se disent que demain, ces entreprises-là ou ces collectivités ont été vraiment submergées. Et donc, il y a une vraie réflexion autour de la façon de comment est-ce qu'on va pouvoir assumer ce genre de crise et ce genre d'explosion des sollicitations clients et comment est-ce que demain, on va mettre en place une organisation associée à des outils et des process qui vont nous permettre de faire face et de répondre au plus grand nombre pour éviter effectivement la frustration ou la désinformation. Alors, dans le monde de demain, il y a bien sûr la sécurité sanitaire, mais il y a aussi la capacité, la résilience des entreprises. Donc, c'est cette capacité des entreprises à apprendre d'une crise pour pouvoir demain la gérer. C'est bien ce qu'on disait avec cet exemple. Altis donc, est aussi un des exemples de cette résilience. C'est comment est-ce que je perçois les changements profonds de mon marché, de mes consommateurs, et comment est-ce que derrière, j'y associe des chantiers et la mise en place de nouveaux process, de nouveaux outils et de nouvelles logiques d'entreprise. On parle beaucoup pendant cette crise du retour au customer driven. Je pense que c'est la clé aujourd'hui de la sortie de crise, c'est d'essayer de comprendre qui sont nos clients et derrière comment est-ce qu'on peut leur apporter le plus de valeur possible. Pas forcément dans une approche commerciale directe, mais plutôt dans une approche d'accompagnement et de résolution des problèmes. Et à partir de cette logique, on va être capable petit à petit de restaurer une confiance qui a été parfois perdue ou endommagée et pouvoir repartir sur la construction d'une relation client qui sera beaucoup plus pérenne et basée sur d'autres valeurs. On en parle beaucoup, les régulations qui nous attendent vont changer le paysage à la fois de nos productions, mais aussi de nos marchés. On parle beaucoup des mesures de protectionnisme. Alors, est-ce que ce sera des protectionnismes locaux au niveau des pays ou est-ce que ce sera des protectionnismes de zones, donc sur des zones européennes, par exemple, asiatiques et outre-Atlantique américaines? À voir. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indices là-dessus, mais on sait de toute façon que le paysage des régulations va évoluer et qu'on va retourner vers un patriotisme économique, soit incitatif ou soit vraiment par patriotisme, puisque les Français ont aussi découvert l'intérêt de soutenir leur économie pendant cette crise et la nécessité de devoir consommer plus français ou en tout cas plus local. Et alors, dans ce nouveau monde, la question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on va rapidement pouvoir mettre en place des choses qui vont répondre aux enjeux moyen terme et derrière, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des changements et créer des changements un peu plus structurels pour faire face à des changements de long terme. Alors, les enjeux de l'après-crise, bien sûr, on le sait tous, c'est de renforcer la proximité avec les clients. Laure, je pense que tu as fait un exposé de ce que ça pouvait prendre comme forme chez Altis et dans le secteur de l'assurance, mais ça sera vrai dans l'ensemble des secteurs. Il y a vraiment une perte de confiance et un besoin de réassurance du consommateur, et donc ça va être un des enjeux après-crise, de pouvoir renforcer la proximité client pour améliorer donc cette confiance et retrouver le chemin d'une relation durable basée sur une confiance et des valeurs un peu différentes. En interne, c'est bien sûr
améliorer l'agilité. Alors l'agilité, on le sait, c'est bien sûr savoir se transformer rapidement et suivre les mutations de son marché, mais c'est aussi être capable d'adapter ses organisations aux nouveaux modes de travail. Et ça, on pourra peut-être revenir dessus, Laure, puisque vous avez visiblement été peu impacté grâce à cette agilité. Et donc, c'est important de savoir comment chez Altis, vous allez pouvoir pérenniser ça et renforcer ça. Je finis sur ces points. Donc, augmenter le point de contact, on le voit, intensifier les échanges et les interactions avec ses clients. Ça veut dire augmenter le nombre de points de contact, faciliter l'échange entre l'entreprise et les consommateurs pour pouvoir donc travailler sur cette relation de confiance et l'accompagnement au quotidien de ses clients. Ça veut dire aussi garantir une meilleure disponibilité, une meilleure scalabilité, notamment au niveau de sa relation client. On le voit, les pics. Donc, on connaît tous les pics selon les activités à Noël. Donc, il y a des entreprises qui ont des business plutôt cycliques, qui savent absorber ce type de pics parce qu'elles sont organisées et que c'est récurrent. Maintenant, c'est de savoir comment est-ce que demain, en cas de pic imprévisible, on va pouvoir rapidement s'adapter et éviter ce type de situation qu'ont connu les entreprises. Et donc, derrière, c'est bien sûr la confiance et la posture customer-driven. Qui est mon client, de quoi a-t-il besoin et comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je peux, avec mes valeurs et ma posture, lui apporter dans son quotidien de la valeur et donner du sens à mes produits ou à mes services. Laure, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, au niveau de l'agilité chez Altis, vous comptez renforcer via des mesures ou des nouvelles organisations ou des nouveaux outils, renforcer cette agilité et donc capitaliser sur ce qui a fait que la crise s'est plutôt bien passée. Alors la crise, je reviens un tout petit peu en arrière, la crise s'est bien passée chez nous parce que depuis fin décembre, on avait pris en compte le fait qu'il y avait potentiellement des risques. On a un plan de continuité d'activité qui nous a permis aussi d'identifier les risques, comment surmonter cette crise. Et déjà, on avait anticipé l'équipement majeur de tous les collaborateurs. Donc, c'est vrai que le jour où on a dû appuyer sur le bouton et de partir en déconfinement pour tous nos conseillers, pour tous nos gestionnaires, ça a été facilité parce qu'ils ont été équipés excessivement rapidement, qu'il y a une mise en place informatique, on a un gros équipement informatique, on a des très bons outils et c'est surtout qu'on a une force de frappe au niveau de notre DSI qui est assez impressionnante pour la taille de notre entreprise et qui a fait que ça a facilité aussi l'installation et la mise en place de tous les outils qui avaient été déjà testés et éprouvés par notre comité de direction, par l'ensemble d'un bon nombre de directeurs et de collaborateurs. Donc, tout ça a été assez facilement mis en place. Pour nous, ce qui a été un enjeu majeur, c'était de continuer à communiquer avec l'ensemble de l'acteur de nos métiers. En fait, que ce soit nos adhérents, que ce soit nos clients, que ce soit nos courtiers. Donc, pour nous, c'était impératif qu'on maintienne cette communication et on a eu en fait un flot de communication à leur égard qui a été assez impressionnante en l'espace de 2 mois parce que pour nous, c'était excessivement important de relayer les informations que nous avions, de pouvoir les rassurer aussi et de pouvoir aussi être présent. Donc, que ce soit au niveau de la téléphonie, que ce soit au niveau du web, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou que ce soit au niveau de notre chatbot qu'on a mis à jour excessivement rapidement et c'est cette agilité-là aussi qu'on apprécie. On a pu tout de suite mettre les informations sur le Covid dès l'instant où on a été en confinement. Donc, pour nous, en fait, c'était vraiment de pouvoir mapper l'ensemble des canaux de communication. Et aujourd'hui, en fait, le constat que l'on fait avec notre président, c'est de dire, finalement, tout le monde est équipé, tout le monde travaille très bien. Donc, on a aussi un confort qui est indéniable parce qu'on a de bons outils qui nous permettent de bien communiquer. L'idée, c'est de rester le plus possible en confinement, justement pour permettre à toutes les entreprises et toutes les personnes qui aujourd'hui sont obligées de retourner dans leurs locaux, de ne pas embouteiller finalement, de ne pas continuer à augmenter la contamination. Donc, et de se dire comment on peut continuer à travailler de cette façon et comment même après la crise, on pourra tourner sur des modèles qu'on a éprouvés aujourd'hui. Donc, on a vu pendant cette crise un changement profond aussi provoqué par la nécessité de transformer aussi et d'adapter l'agilité des centres de relations clients. Donc, être capable d'avoir des personnes qui puissent continuer à travailler et à répondre
des appels sans problème. Et on voit que ça a été un des enjeux assez forts au niveau de la relation client et des canaux de pouvoir gérer et maintenir ce service. Toutes les entreprises n'ont pas réussi à le faire, d'autres l'ont fait en mode dégradé. Et on voit que ça a poussé quelque chose, notamment chez les entreprises qui étaient déjà équipées ou qui se sont équipées pendant la crise, c'était le messaging. Alors, dans le messaging, j'inclus le live chat et toutes les logiques d'automatisation. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est le messaging. C'est donc vraiment la capacité de pouvoir échanger avec un consommateur ou avec un client ou un prospect via une messagerie, donc en s'échangeant des messages. Il n'y a pas de voix et c'est pas non plus de l'email. Donc, c'est vraiment l'échange en direct sous forme de chat sur des messageries, donc soit des messageries type Facebook Messenger, WhatsApp ou autre, ou alors sur des messageries directement implémentées sur les sites internet avec des web chats. On a constaté chez l'ensemble de nos clients une augmentation, donc c'est plus du double du nombre en volume, du nombre de conversations qui ont été constatées chez nos clients, donc vraiment une explosion de ce canal. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'était un des seuls canaux la plupart du temps qui était disponible et que très rapidement, l'ensemble des clients ont sollicité les entreprises et les services clients via ce canal. 2,5 fois plus d'interactions en l'espace de 2 mois. C'est énorme. Ça veut dire que c'est aussi un changement profond de à la fois la confiance qu'accordent les consommateurs sur ce type de canaux, mais aussi la capacité des consommateurs à utiliser ce type de canal pour obtenir des réponses à des questions ou des problématiques qu'ils rencontrent. Les avantages du messaging, pourquoi est-ce que tout le monde se tourne là-dessus? Déjà, alors côté entreprise, c'est en général très facile à déployer puisque c'est des solutions qui sont quasi plug and play, où on va avoir donc un temps de déploiement qui est de 48 à 72 heures. C'est bien sûr un point dans la logique omnicanal, c'est un point de contact supplémentaire qui va donc venir enrichir la panoplie des points de contact qui sont à disposition et en général qui est plutôt plébiscité puisque la promesse du messaging, c'est d'avoir une réponse ultra rapide par rapport à d'autres canaux, notamment le téléphone où il peut y avoir de l'attente et une incertitude sur le décrochage, et l'email où on a des temps de traitement qui sont plus ou moins longs, qui peuvent aller de 24 heures jusqu'à 72 heures, donc plutôt assez long, surtout en période de crise où on a besoin d'avoir des réponses le plus rapidement possible. L'avantage, c'est qu'on peut avoir un chat qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment grâce à l'automatisation, et avec des coûts qui sont 2 à 10 fois moins chers que d'autres canaux, on le verra par la suite, donc notamment le téléphone. L'avantage de ce type de canal, c'est que c'est très compatible avec le télétravail, puisque même dans un environnement bruyant, on va être capable de pouvoir répondre à des chats et organiser son travail très, très facilement depuis son domicile. C'est souvent une meilleure productivité puisqu'on va avoir un temps de traitement qui est réduit et on va avoir aussi la possibilité d'automatiser une partie de ce flux, donc la possibilité derrière de pouvoir passer plus de temps à résoudre des problèmes à plus forte valeur ajoutée. Et donc, ce canal est 100% automatisable. Alors, 100% automatisable, l'automatisation, ça ne veut pas dire répondre et résoudre l'ensemble des problématiques des clients et des demandes des clients, mais c'est en tout cas rester ouvert, prendre en charge la demande et donner de la visibilité sur le process de traitement et la durée du traitement. Et donc, ça, c'est des avantages du messaging qui sont donc très plébiscités en période de crise et on voit que c'est une tendance qui va se confirmer sur l'après-crise et qui va s'inscrire durablement dans la logique, dans l'évolution de la relation client des entreprises avec lesquelles on travaille ou des entreprises avec lesquelles on a l'occasion de parler. Comment est-ce que, du coup, la problématique qui est posée là-dessous, c'est puisqu'il faut augmenter le nombre d'interactions avec ses clients, être dans une logique de care, comment est-ce qu'on garantit cette disponibilité sans non plus faire exploser ses coûts ou en diminuant ses coûts, puisqu'on est aussi dans une logique de rigueur budgétaire et de diminution de revenus. Le maître mot et la réponse à cette question, c'est il faut rendre son client le plus autonome possible. On entendait déjà avant la crise cette logique de self-kérisation, la capacité du client à être autonome dans la résolution de ses demandes. Et on voit en fait que c'est quelque chose qui est vraiment très ancré et qui va continuer à évoluer. 51% des consommateurs, c'est une étude Gartner qui le dit, des consommateurs préfèrent régler leurs problèmes eux-mêmes
plutôt que de demander de l'aide. Et c'est là vraiment l'intérêt de ce type de démarche, c'est de correspondre et de répondre à cet enjeu qui est que le self-care aujourd'hui, c'est une demande forte de la part des clients. Comment on va avoir une distribution qui va de plus en plus être faite en ligne sur des plateformes web, la disponibilité des informations et la disponibilité des services clients va être un enjeu clé, notamment leur accessibilité depuis l'endroit où ça se passe, donc depuis les plateformes web, mais aussi derrière la capacité qu'on a à répondre rapidement à des questions simples et à pouvoir prendre du temps et d'élever le niveau du conseil qu'on va pouvoir proposer sur des problématiques à plus forte valeur ajoutée. On voit que l'autonomie client va être poussée par donc une approche customer driven, l'objectif étant de pouvoir mettre à disposition des outils. Alors souvent, c'est l'espace client. On a souvent vu ce jeu de mots, l'espace client est roi, ROI. Donc, l'objectif est de pouvoir mettre à disposition des outils, et c'est une démarche qui a souvent été entamée dans le cadre de la transformation digitale des entreprises avant la crise. Et là, on a vu que c'était une accélération. Je crois qu'Altis a notamment été dans l'anticipation aussi par rapport à ça, puisque vous avez entamé une refonte l'année dernière de votre espace client, et l'objectif était de pouvoir donc proposer plus de services avec une expérience utilisateur qui soit beaucoup plus simple. C'est ça, Laurent ? Désolée pour le temps, je dois couper le son à chaque fois. Oui, effectivement, en fait, on a été dans l'anticipation parce qu'on se rend bien compte. Alors, c'est pas vraiment anticipé, on n'est pas des précurseurs et on se veut pas être forcément précurseur. On essaye surtout d'avoir du bon sens et de se dire que nos adhérents, aujourd'hui, nos clients, ils souhaitent véritablement pouvoir réaliser eux-mêmes des demandes parce que de plus en plus de nos clients sont connectés et peuvent demander des documents. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Donc, dans ce contexte-là, c'était naturel pour nous d'offrir ces services au travers des espaces clients, des espaces privés pour nos clients, ou même d'offrir un chatbot qui permettait pour certains, d'ailleurs il est très utilisé, de pouvoir répondre à un certain nombre de questions de façon très intuitive et très rapide et facile. Voilà. Et donc là, et ce que tu dis, effectivement, ça va dans le sens de la démonstration qu'on essaye de mener, qui est que la dématérialisation des process avec forte automatisation, l'arrivée du RPA, etc., tout ça participe au fait que un utilisateur va de moins en moins avoir besoin d'assistance pour consommer le produit, pour obtenir de l'aide. Et donc, on va être capable derrière de pouvoir passer du temps à accompagner différemment, à apporter de la valeur à un client et à apporter un conseil qui sera beaucoup plus personnalisé. L'assistance automatisée va aussi jouer ce rôle. L'objectif étant de pouvoir effectivement réduire les coûts sur ce qui représente des forts volumes sur les services de relations clients pour pouvoir derrière travailler sur une autre démarche qui est une démarche customer driven et un meilleur accompagnement avec plus de valeur. L'objectif étant bien sûr non pas d'automatiser pour enlever l'humain, mais l'objectif est de pouvoir valoriser l'humain à l'intérieur de cette relation client. Et c'est là vraiment toute la différence, c'est qu'on libère du temps à l'humain pour être capable derrière d'apporter plus de valeur quand l'humain est sollicité. En termes de coûts, donc on le voit, il y a aussi une logique de réduction de coûts qui va être assez forte sur cette reprise. Alors là, c'est un petit tableau comparatif qui se veut vraiment indicatif sur le niveau des prix qu'on peut constater. Et on voit que finalement, porter une assistance sur un canal téléphone, ça coûte excessivement cher, souvent pour des questions qui sont facilement automatisables. Donc, l'objectif est de se poser la question, est-ce que c'est toujours pertinent ? Est-ce que les parcours clients permettent à notre client de voir qu'il y a d'autres façons d'obtenir cette information ? Parce que souvent, c'est en plus très douloureux pour le client de solliciter un service téléphonique. Et donc, on voit finalement que on a un déport d'un canal vers l'autre qui a été vraiment favorisé par la crise. Et donc, avec une logique de réduction de coûts qui va être aussi hyper importante dans l'après-crise. Et donc, de pouvoir derrière créer des logiques et des parcours clients qui orientent le client plutôt sur des logiques de self-care. On voit le chatbot, sa performance économique et sa rentabilité est assez importante, c'est sans appel, 40 centimes pour résoudre une question utilisateur. Quand on a un agent au bout du fil pour récupérer son mot de passe, est-ce que vraiment ça coûte 11 €? Est-ce que l'entreprise a raison de dépenser 11 € pour répondre à ce type de questions? Je ne suis pas sûr.
le chatbot peut le faire ou le chat peut le faire pour beaucoup moins cher et beaucoup plus rapidement. Et donc, on voit notamment l'efficacité de l'automatisation. Alors, c'était une tendance assez forte. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont appelés en nous disant, voilà, pour faire face, on a besoin d'automatiser, nos coûts explosent, donc on ne peut pas répondre à tout le monde. On a besoin de venir chercher des pistes d'économie et surtout d'avoir une relation client qui soit un peu plus scalable qu'avant et un peu plus automatisée. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 43% à peu près des questions qui sont adressées via le canal chat qui sont répondues et traitées de façon automatique. Alors, c'est en forte hausse, tout simplement parce qu'il y a aussi beaucoup plus de récurrence dans la typologie des questions. Par exemple, Aéroport de Marseille, on travaille avec cette entreprise. Cette entreprise, du jour au lendemain, a vu le trafic aérien se couper et ils ont eu, donc, notamment sur la réservation des parkings, ils ont eu énormément de demandes d'annulation. Comment ça se passe? Donc là, il y a une automatisation qui est excessivement forte puisque c'est toujours la même réponse avec toujours le même process. Et c'est là-dedans que vraiment le chatbot va prouver sa valeur. Mais pas que. Il y a aussi des assistants sur notamment les questions, tu le disais Laure, les questions autour du Covid. Quel est l'impact du Covid sur votre activité, sur vos produits, sur votre service? Tout ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées. On voit après derrière qu'il y a, donc dans cette logique de relation client hybride, une sollicitation qui est relativement faible, même si elle a augmenté, une sollicitation des agents humains. Donc, le fait que le chatbot détecte une question qui est trop compliquée et trop complexe, et donc pouvoir faire remonter cette question vers un agent humain qui va là être capable de résoudre en autonomie la demande du client. Et donc, on voit que les flux ont fortement augmenté, mais les proportions restent à peu près similaires. Et on voit que l'automatisation vraiment a explosé et a été un des facteurs qui a aidé nos clients à traverser cette crise. Ça veut dire que demain, ils ont confiance dans l'outil et ils vont être capables de pouvoir automatiser de plus en plus de choses, notamment par l'écoute des interactions clients qui a été faite depuis la plateforme et derrière, donc la compréhension des problématiques et des thématiques qui sont chers à leurs clients et donc réadapter à la fois leur production de contenu, leur production de ressources, l'orientation des sollicitations qui vont être faites dans les prochains mois et aussi préparer sur certains sujets ou certaines thématiques et mieux former les agents. La posture customer driven, vraiment, c'est la clé de l'après-crise. Et donc, moi, je résume ça avec une phrase que j'aime beaucoup. Stop selling, donc une phrase en anglais, stop selling, arrêtez de vendre, start helping, commencez à aider vos utilisateurs. Et c'est là vraiment où vous allez avoir un impact à la fois sur leur quotidien, un impact sociétal fort, donner du sens aussi à votre action et à votre portefeuille de produits ou de services, et donc être capable vraiment d'approcher l'après-crise avec une vision un peu différente de ce que vous pouviez avoir par rapport à avant cette crise. L'objectif étant de pouvoir, donc dans une approche customer-driven, de pouvoir garantir la sécurité sanitaire et la sécurité tout court des personnes, de vos clients ou de vos prospects, notamment en adoptant une posture beaucoup plus transparente. Donc, ça veut dire mieux communiquer, plus souvent, communiquer autour des initiatives que vous pouvez prendre et donc de pouvoir travailler autour de cette réassurance. Deuxième chose, la personnalisation de la relation client, c'est quelque chose qui est très attendu et très fort. Donc, mieux utiliser la donnée client, avoir un système d'information et un système CRM avec des solutions qui gravitent autour, qui permettent cela, une meilleure segmentation de sa base client, mieux comprendre les attentes de chacun des segments, revoir sa segmentation et peut-être l'affiner pour pouvoir derrière être capable de redémarrer avec une meilleure compréhension de qui sont vos clients et comment est-ce qu'on peut leur apporter de la valeur au quotidien. Intensifier les interactions, donc c'est être beaucoup plus dans l'anticipation. Laure, tu l'as expliqué, Altis qui appelle ses clients, notamment les plus vulnérables. On est vraiment dans cette démarche-là, être plus dans de l'anticipation, anticiper les besoins, accompagner, proposer, être proactif et être beaucoup plus disponible. Ça sous-entend, si on ne veut pas faire exploser ses coûts et ses ressources, il va falloir réorganiser, réattribuer et revoir le périmètre de chacun. Donc derrière, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir donner bien sûr du sens à son action en se recentrant autour de ses valeurs. C'est ce qu'a fait notamment Altis avec ses valeurs, en se recentrant autour de ses valeurs humaines et associatives, et de pouvoir comprendre quelle est donc la responsabilité sociale de l'entreprise à moyen et long terme. Donc c'était quelque chose qui était déjà très présent avant
la crise et qui se renforce aujourd'hui, notamment avec l'aspect sanitaire et sécuritaire. On parle beaucoup de résilience. Je pense que c'est la clé, apprendre de ses erreurs pendant la crise et apprendre de toute la situation qu'on a pu vivre pour pouvoir derrière mettre en place des nouvelles choses. Et donc, l'objectif, c'est bien sûr de cette résilience, c'est de pouvoir améliorer sa productivité et son agilité. En accélérant les boucles d'innovation, donc on le voit, on a une nécessité de comprendre beaucoup plus rapidement l'environnement dans lequel on se trouve et comment est-ce que on peut se positionner à l'intérieur de cet environnement, d'être beaucoup plus dans la logique d'une adoption de l'innovation beaucoup plus rapide et être capable derrière de se poser les bonnes questions pour de plus en plus dématérialiser ces process et être dans une logique de proaction. Deuxième chose, et c'est très important au niveau RH, on en parle beaucoup en ce moment, comment est-ce que je mobilise mes ressources, notamment mes ressources dans les directions marketing ou directions de relations clients, autour d'une nouvelle culture d'entreprise. Et donc, ça veut dire que le défi du management de demain, c'est de pouvoir exprimer des valeurs fortes dans l'entreprise, créer vraiment ou renforcer cette culture d'entreprise et rassembler l'ensemble, engager l'ensemble des collaborateurs autour de cette nouvelle culture. Bien sûr, des nouveaux modes d'organisation. On voit que le télétravail est toujours plébiscité. Alors, même si on assiste à un déconfinement, on voit que finalement, le télétravail est un mode de travail qui va être de plus en plus présent dans nos organisations, auquel il va falloir s'acclimater. Et donc, adapter aussi son management, ses outils. Comment est-ce que je donne mes objectifs? Comment est-ce que je manage à distance? Comment est-ce que je m'assure que tout le monde est bien engagé et en phase? Et ça passe bien sûr par de la formation. La formation, c'est un des enjeux clés de cette relation client de demain. Si on libère du temps pour, notamment avec de l'automatisation, avec de la dématérialisation de ces process, c'est bien sûr aussi pour proposer une autre typologie de conseils et baser sa relation client vraiment sur l'hybridation, à savoir donc la forte valeur ajoutée, le conseil à forte valeur ajoutée va être laissé aux humains. Ce qui veut dire qu'on va passer d'une relation client où on essayait de gérer des volumes en notamment délocalisant et en essayant d'optimiser ses coûts, en délocalisant ses centres de relations clients avec donc des choses qui coûtaient de moins en moins cher, mais avec des flux qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Ceux-là, on va les optimiser en automatisant une partie, en évitant de les avoir avec une dématérialisation des process. Et l'objectif, c'est de redonner du temps à ses collaborateurs pour avoir une posture de conseil expert et donc de faire de ses collaborateurs de relations clients et ses agents de relations clients des experts métiers. Et donc là, c'est vraiment important. La formation, c'est un des gros enjeux qui va être et qu'on va retrouver notamment dans des entreprises comme iAdvice, qui est un de nos partenaires, avec lesquels donc ils vont solliciter, ils ont beaucoup sollicité pendant la crise des communautés d'experts avec Hibou notamment. Hibou qui a été une des aides dans les entreprises pour garder bien sûr ce conseil à forte valeur ajoutée. L'hybridation de la relation client, bon, là, c'est plus à discuter. On sait que l'automatisation, elle a prouvé ses bénéfices. Encore faut-il bien la réussir. C'est pas la clé, c'est pas miraculeux. Donc, il faut bien l'approcher et avoir vraiment cette logique très pragmatique et très évolutive. L'objectif étant de pouvoir petit à petit augmenter son taux d'automatisation et pas de vouloir tout automatiser d'un coup. Et donc, derrière, de parier sur l'humain pour donc avoir vraiment ce rapprochement et cette proximité client. Dématérialiser les process, on en a parlé, et ensuite donc vraiment la personnalisation, comprendre qui est son client et être capable. Et donc c'est notamment pareil là l'œuvre de beaucoup d'éditeurs de solutions. On a un partenaire Easyware qui est un spécialiste de la connaissance client et donc qui va travailler vraiment à l'enchantement client et à la love brand, construire cette love brand. Donc, c'est être capable de parler en one-to-one avec son client, de le comprendre et de pouvoir derrière avoir les outils nécessaires pour anticiper ses besoins ou répondre à ses frustrations ou à ses besoins en temps voulu. En guise de conclusion, et peut-être après on pourra regarder, même si l'heure a tourné, on pourra regarder les questions qui restent en suspens. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que en période de crise, mais pas que, les clients évoluent, ils s'adaptent et on le voit, ils s'adaptent vraiment très très facilement et très très rapidement et ils font changer leurs habitudes de consommation et leur mode de consommation très très rapidement. L'objectif étant bien sûr d'adoucir cette crise
et de pouvoir se préparer à un avenir qui va beaucoup changer dans un monde qui aura beaucoup changé. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se poser la question à partir de la compréhension qu'on a de ses clients et des enjeux de marché que l'on peut avoir, de savoir comment est-ce qu'on va repositionner son entreprise, comment est-ce qu'on repositionne son offre et comment derrière, qu'est-ce que ça veut dire dans sa relation client. Bien sûr, il y a des chantiers qui sont des chantiers organisationnels, des chantiers qui concernent la transformation digitale, notamment au niveau des process et de la mise en place de nouveaux outils, mais pas que. Il y a aussi une logique de recentrage sur des valeurs humaines qui vont être vraiment la clé de cette sortie de crise et qui vont, à moyen et long terme, être un asset, un actif assez important de l'amour d'une marque pour les consommateurs et être capable donc de travailler cette préférence de marque autour de ces facteurs. Je regarde du côté des questions. Laure, peut-être est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette conclusion? J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on vit une période qui est assez compliquée, je pense pour tout le monde. Alors, on est tous sur un pied d'égalité de la découverte aussi d'une situation complètement inédite. Donc, je pense que tu as assez bien résumé ce que nous, en fait, on vit et on traverse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'anticipation et la proactivité aujourd'hui avec nos clients parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est un excellent résumé en fait de ce qu'on traverse et de ce qu'on vit, en tout cas nous en tant qu'Alpetis Assurance. Et je pense que c'est la clé effectivement, le fait de pouvoir donc pour préparer le futur, il faut être capable de s'adapter au présent. C'est finalement, je pense, la clé effectivement sur toutes les organes de l'entreprise, de pouvoir être capable de comprendre quelles sont les mutations à court terme pour pouvoir après derrière entamer les chantiers et surtout raccourcir, on le disait tout à l'heure, les boucles d'innovation, donc avoir cette logique plus agile de tester et d'industrialiser beaucoup plus rapidement. Il y a deux questions. Donc, côté client, la redéfinition des budgets OPEX et CAPEX sera plus au profit des DSI ou des directions marketing. Là, aujourd'hui, c'est dur à dire et je pense que ça concerne vraiment chaque entreprise et chaque secteur au cas par cas. Nous, on voit bien sûr que la relance de la crise, la relance après-crise booste les budgets, marketing, puisque c'est à court terme là où on va retrouver une part de voix et on va essayer de garantir son revenu. Donc, il y a vraiment cette logique-là. Bien sûr, après, les DSI vont être mieux dotés pour mener ces chantiers de transformation et mettre en place des outils qui seront capables derrière de pouvoir transformer en profondeur les process de l'entreprise et l'agilité de ces entreprises. Voilà. Alors, il y a une question de Cyril Bartolo. Je ne sais pas s'il est toujours là. Quelles sont les spécificités du chatbot, notamment en termes d'interface pour les personnes âgées? Alors, on voit que malgré ce qu'on pourrait penser, les personnes âgées sont assez intéressées par ce type de canaux. Les personnes âgées sont rompues maintenant aux usages digitaux, pas tous, bien sûr. Les plus âgés vont peut-être avoir un peu de mal, notamment au niveau de la vue ou l'usage du clavier. Mais on voit que sur des populations, on va dire troisième âge, c'est plutôt un canal qui est assez agréable puisque c'est un canal qui est facilement accessible quand il navigue sur le web. C'est tout de suite disponible. Il n'y a pas de logique de chercher le numéro pour appeler un centre de relations clients. Et donc, c'est aussi excessivement rapide. Donc, ils aiment bien ils aiment bien cet usage. On fait de plus en plus d'efforts sur l'accessibilité au niveau notamment des interfaces chat et des modules qui sont mis à disposition sur les sites. Les sites aussi et les espaces clients se transforment. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est en cours, où on a pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais on voit en tout cas les premiers signes que l'on peut avoir et les retours d'expérience, c'est plutôt qu'il y a une bonne adoption de ce type de canaux. Alors, je crois qu'on a traité l'ensemble des questions. Je regarde un petit peu sur le chat. Oui, on a fait le tour des questions. Donc, merci Laure. Merci beaucoup de nous avoir proposé ton éclairage d'après-crise. Merci pour toutes ces informations et pour tout ce que tu nous as donné comme clé pour faire face à la reprise de la crise. Merci à tous les participants et toutes les participantes. Merci pour votre… Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges sur le chat. Merci beaucoup.
N'hésitez pas, simplement, si vous avez besoin de déployer un chatbot, on a une offre Covid en ce moment qui vous permet de tester notre solution gratuitement pendant 1 mois sans engagement. Donc, si vous voulez voir ce à quoi pourrait ressembler l'automatisation dans votre contexte, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter directement par mail via notre site internet ou alors directement par email. Je vais vous donner mon adresse mail. Donc, c'est thomas@tcf, Thomas, Cédric, François.ai, Alain Isidore. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Laure. Merci Thomas pour cette présentation et pour ce webinaire. Et à très vite donc sur cette plateforme pour de nouveaux webinaires qui arrivent. Donc, on est en train de préparer la suite pour vous proposer aussi d'autres contenus et suivre bien sûr l'évolution de cette après-crise et vous faire toujours plus de retours avec nos clients notamment et d'essayer de vous apporter le maximum de clés pour passer au mieux cette crise et garantir la pérennité de nos business à chacun. Merci beaucoup, excellente journée et à très vite.